Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal pour la semaine. À la une de ce 11 novembre, le calendrier électoral ainsi que le décret qui régira les prochaines élections seront publiés d'ici la fin novembre, selon les autorités gouvernementales. Ce mardi, le Premier ministre a réuni les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus afin d'accélérer la tenue du scrutin. À l'initiative du gouvernement, la Canadian Peace and Security Officers Training Association a organisé une formation intensive pour environ 200 sapeurs-pompiers et ambulanciers de la région métropolitaine. Cette formation avait pour objectif de renforcer les compétences de ces intervenants essentiels, particulièrement sollicités dans le contexte actuel de l'aggravation de la crise sécuritaire. Et puis le gouvernement américain a déployé le porte-avions Gerald Ford dans les Caraïbes, affirmant mener une lutte contre le narcotrafic. Ce déploiement, accompagné d'autres navires de guerre, a provoqué une réaction du Venezuela qui dénonce une démonstration d'impérialisme et a lancé ses propres manœuvres militaires. Cette situation fait encore monter la tension entre Washington et Caracas. Maître Pierre-Antoine Louis sera avec nous dans ce journal pour en parler. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réuni ce mardi à la primature les principaux acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral afin de renforcer la coordination et d'accélérer la tenue d'élections libres et crédibles. La rencontre a rassemblé des membres du gouvernement, du CEP, de la PNH, des FADH, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Le chef du gouvernement a réaffirmé la souveraineté de l'État haïtien sur le processus et précisé que 70 millions de dollars ont déjà été versés au fonds électoral géré par le PNUD, auquel s'ajoutent 3 milliards de gourdes inscrits dans le budget 2025 et 2026. Le projet de décret électoral est en discussion et devrait être publié avec le calendrier électoral d'ici fin novembre. Autre information, Gerald Ford est arrivé dans les Caraïbes le 11 novembre 2025 dans le cadre d'un déploiement du commandement américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'objectif officiel est de renforcer la lutte contre le narcotrafic en soutenant la campagne du président américain pour démanteler les organisations criminelles transnationales. Ce déploiement, qui inclut d'autres navires de guerre, a provoqué une réaction du Venezuela qui dénonce une manifestation d'impérialisme et a lancé ses propres manœuvres militaires. L'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis est avec nous pour commenter l'actualité, notamment l'actualité internationale et nationale. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Dr Barthélemy, c'est toujours plaisir. Alors, il y a un porte-avions américain, plus grand dans porte-avions que les États-Unis gagnent, déployé jeudi, mardi, il est arrivé dans large l'Amérique latine, ce qui accentue tension entre États-Unis et Venezuela, qui réel portée ont tel déploiement gagné? Bon, les États-Unis ont une douzaine de porte-avions. Le pays qui gagne plus après les États-Unis, c'est la Chine qui gagne 2 graines. Donc, dont une, il fait construire. Donc, les États-Unis projetaient puissance maritime ni chaud de flag à montrer des rapports un peu partout dans le monde. Dans cette flotte qui gagne. Donc, les États-Unis déploient un porte-avions, parfois le font pour des raisons dissuasives. Okay? Par exemple, les États-Unis ont déployé dans le détroit de Taïwan, entre Taïwan et la Chine. Okay? Il y a 100 000 nautiques. Et puis, dans le mi-temps, les États-Unis déploient un porte-avions. Son façon pour dire la Chine ne pas attaquer Taïwan. Okay? Nous, là, nous suivons, pas fait ça. C'est une démonstration de puissance. Une démonstration de puissance, de force. Donc, le où fait le Kounia dans la mer méridionale des Caraïbes, dans les eaux internationales, mais au large du Venezuela, on le son, excusez-moi, enfin, un message vous voyez par Venezuela. Oh, en passant, le déployer un porte-avions est encore le plus récent, le plus, okay, qui P9 aux États-Unis. Ça P9 là, ça P9 là, fait la Pigo avec puissance nucléaire et qui utilise énergie nucléaire, qui gagne autour de 700 avions là-dedans, 5000 marins.
oh, un porte-avions pas marcher pour contre lui. Parce que sinon, il est très vulnérable. Il y a des navires destructeurs, il y a un armada de 12 à 15 l'autre navire, bon côté, le cap protéger. Parce que sinon, son dispositif ou infrastructure qui est extrêmement vulnérable. Donc, là, on fait ça, son message, vous voyez, et message là, ce n'est pas forcément la lutte contre le narcotrafic. Ou pas besoin d'Amada comme ça pour faire ça. Justement, est-ce que, puisque nous connaissons que Donald Trump dit la mener en lutte anti-drogue, est-ce que ça justifiait déploiement en tel dispositif? À mon sens, non. C'est comme nous tout un fourmi avec un marteau. Ce n'est pas nécessaire. Donc, son message là, vous voyez, Maduro, mais qui message dans quel sens? Quelle est la prochaine étape? On risque tout qu'on paraît ridicule. Si on fait ça, pour ne pas faire rien. Ouais, l'autre monde qui a regardé, l'autre pays, comme la Chine, la Russie. Vous comprenez? Ils sont monde qui a joué. Dans tout l'autre jeu, on va faire avec tarif, bagaille, vous comprenez? Exactement. On va dans l'eau, nous, blague. Vous comprenez? On va dans une réunion ASEAN, en Asie du Sud-Est, ou blague. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est blague ou bail. Au final, le capable au sérieux encore. Tout à fait. Si on dit on sérieux de bagaille, mais on ne va pas jamais poser action. Tout à fait. Et en plus de ce navire, vous déployez une dizaine de chasseurs F-35. Ok, une bagage ça a coûté presque $1 milliard, Puerto Rico, tout près. Donc, on ne pas faire pour jouer. Donc, à un certain point, les États-Unis doivent passer à l'action, quelle que soit sa action. Soit pour dire, bon, ouais, nous développons une démonstration de force nouvelle, on a marché. Et tout le monde a l'impression que ils prennent pour, par exemple, hier, ils ont annoncé au niveau du département de la défense, que le département de la guerre aujourd'hui, qu'ils ont tué encore 6 personnes de façon arbitraire, okay, avocat Kemi Abdou, que ce sont des assassinats. Et la loi de la guerre, Convention de Genève, dit que des civils qui n'ont espace, ils ne pas représentent une menace pour eux, ils ne pas en guerre avec eux, ou pas tirer sur eux. Ce sont des exécutions sommaires. Donc, M. Trump a fait les forces armées des États-Unis commettre des crimes de guerre. Oh, en passant, un amiral noir, 4 étoiles, puis au sommet qui est arrivé dans la marine des États-Unis, qui a commandé le commandement méridional. Il a contraint à la démission parce que monsieur a un problème, il a expliqué que le pas réellement ouais pour qui les États-Unis ont fait ça. Pour qu'ils soient utilisés tel armada, et monsieur questionne les légalités pour tout le monde, il faut forcer monsieur à la retraite. On regarde Kounia qui risque escalade qui gagne, puisque on dit que les États-Unis les posent une action, réaction bon côté Venezuela, qui côté ça a débouché? Je n'ai pas une boule de cristal, je ne suis pas absolutiste dans ce que je dire. Mais Venezuela n'a pas qu'à gouper avec les États-Unis. Armada, M. Trump mettait dans la portion méridionale de la mer des Caraïbes, il suffisant pour éviscérer le Venezuela. Okay? Moi, Maduro a dit qu'il y a 1 million de milices. Je ne sais pas réellement quoi, personnellement. Que le Venezuela ne pas mourir pour Maduro. Je ne sais pas ça. Effectivement, il y a quelques gens, pour quelque soit raison, qui tiré, même pas réellement quoi ça. Moi, je crois que gagner en fait, c'est aussi refléter l'influence de Marco Rubio sur le président Trump. Parce que le mouvement MAGA, Make America Great Again, qui sont un mouvement de droite qui voient les États-Unis d'abord, uniquement les intérêts des États-Unis, ils n'ont pas de guerre inutile qui a coûté l'argent. Le problème qui est dans le monde, ce n'est pas le problème des États-Unis. Nous n'avons pas pensé que gagner un argument stratégique que Venezuela posait une menace pour les États-Unis. Mais M. Rubio, qui est d'origine cubaine, parlant là le Cuba un peu avant Castro prend le pouvoir, et M. anti-castriste, anti-socialiste, entre guillemets, invétéré, M. tient mordicus que les États-Unis mettaient Maduro dehors. Ils ont une prime de 50 millions sur la tête de Maduro. Il a essayé de tout provoquer des éléments
des forces armées du Venezuela pour rebeller contre Maduro. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de faire le premier mandat de Trump, ça n'a pas marché. Biden vini, pour des raisons d'intérêt nationaux des États-Unis, il levait une série de sanctions. Il devait le prix pétrole diminuer parce que politiquement, c'est un problème pour lui qui fait l'inflation monter. Donc, Kounia, ça reflétait l'influence de Rubio, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères, et aussi conseiller national en matière de sécurité des États-Unis. Donc, président Trump, dans un petit moment d'indécision, la PC regardé qui ça a fait récemment l'article dans le New York Times, que le président est un petit genre dubitatif de tout ça qu'il a fait là, parce qu'à un certain point, on a fait tout ça, sous pas on paraît ridicule. C'est pour quel résultat? Donc c'est un dossier que nous suivons ici dans Metro News, notamment avec Pierre-Antoine Louis, qui est toujours disponible pour commenter l'actualité SAO. Pendant que tension a monté entre Venezuela avec États-Unis, bon côté pas nous en Haïti, nous pas besoin d'autres pays pour tension monter. Presque, on va dire 1 an après que le gouvernement Alix Didier Fils-Aimé en là, qui lecture aujourd'hui de situation? Waouh! Hier, moi, je suis sur Port-au-Prince, aller au Cap-Haïtien. Pour aller chercher un monde qui cher à moi, qui t'a rentré des États-Unis. Juste pour sortir dans la zone là, pour arriver à l'aéroport, c'est une catastrophe. Typiquement, l'on pays, quel que soit le pays où aller, zone aéroport, c'est la vitrine du pays. Ouais. D'entrée, ses premières impressions. Tout à fait. Ouais, même quand pays a son pays tête chargée, ils font effort ou paraître, regardez, route défoncée, l'obéi total au niveau de bureau douane, bon aéroport, son l'obéi tête chargée, c'est policiers qui viennent pour essayer de mettre l'ordre. Pour entrer dans le terminal Guy Malaria, qui part en aéroport, c'est plutôt un deuxième terminal pour vol domestique, pour vol nationaux en Haïti. Ils font une espèce de pont, son bagage tête chargée, ou monter, ou pas qu'on qui ingénieur qui fait bagage ça, donc nous malades juste dans l'eau. L'on survole le territoire là, Dr. Barthélemy. Territoire là, belle qu'on est dans la saison pluvieuse. Ou dites tout le monde a menti par rapport à gens qui pays à déboiser. On survoler le plateau central, on pourrait le plateau central vert, un territoire verdoyant, on pourrait arriver dans le bas nord, département du Nord, on pourrait pas l'atterrir au Cap. On pourrait l'obé là. L'obé l'atterrir. Où est l'obé là? Dans Pramon qui surplombait le Cap Haïtien. Catastrophe! Un pile caille qui pas fini, ou bien il fini, ou bien il fini, il poser bloc, il pas rendu, il pas crépi, il pas peinturé. Son tableau extraordinaire pour entrer dans la ville du Cap Haïtien. La ville la plus ancienne de ce pays mérite mieux. Le pays a 222 ans, Cap Haïtien créé bien avant, au 15e siècle. Son bagage catastrophique. Fatra tout côté, médecin courrier, tap abasoudi, ou tap fâché. Donc, en tant qu'Haïtien, ou dites tout. Mais qui ça n'a fait? Où on nous compte que Jodi a fait 1 an que l'aéroport international de Port-au-Prince fermé, le principal aéroport international de ce pays, pendant que le Premier ministre prend fonction. Si le Premier ministre n'a pas fait rien encore, et là, m'a parlé de façon totalement objective, mais il fait les forces de sécurité, sécuriser la zone tampon de l'aéroport pour voir le cas reprendre. Si le technique fait ça, ça aurait été quelque chose. Regardez, le pays a empiré, plateau central embrasé, plus moun en battante ou bien déplacé à travers le pays. Économie pays, nous avons 8e année de croissance négative qui signifie que Haïtien vient plus pauvre, c'est ça veut dire. Produit intérieur nous chuter, vient plus moun dans le pays, croissance démographique là, tête chargée. Donc on doit diviser par nombre d'habitants, par produit intérieur brut là, nous venons plus pauvres. Posez cette question. Et puis le m'a rentré la matin, qui ça mouait? Des Land Cruiser luxueuses, des pick-up luxueuses, avec des potentats. Oh, mon autre phénomène, mon paquet de belles Brado, belles pick-up, avec plaque Forces Armées d'Haïti. Quand il y a Forces Armées d'Haïti qui supposait qu'il y a des blindés, Abgouma bandit, quand il y a Kankou la police, ok, et tout le monde connaît, nous sommes grands fanatiques des forces de sécurité de mon pays. Mais il faut dire la vérité, on ne va pas mener ce plateau là, je dis n'importe quoi. Quand il y a même force armée d'Haïti, il y a un bel Prado,
belle machine. C'est certains d'entre eux, on va dire. Non, mais écoutez, c'est ahurissant. Là encore. Non, mais officier de l'armée pas supposé circuler dans des machines de luxe. Nous sommes supposés regarder pays en situation de guerre, nous dit. Donc, nous sommes supposés entrer à Gouma Bandi. Ils ne sont pas supposés dans des véhicules luxueux. Et l'autre bagaille, le map vient là dans le studio, mon dame bien coiffée, dans bel brado, le service de l'État. Son machine, l'État acheté pour lui. Non, peut-être que les cas ont directrice. Non, mais désolé, l'État n'a pas caché son machine, bah, chaque employé, bah, chaque monde qui dit son potentiel. Donc, pas rien qui fait. Rien qui fait pour résoudre le problème fondamental de ce pays, qui est pays à pas dirigé, qui bat tout problème économique, problème sécurité et ainsi de suite. Maintenant, on aurait espéré mieux d'Alexis Dieu-Fils-Aimé, peut-être qui ça, parce que son homme d'affaires lié. Ça ne veut pas dire ou forcément bon politicien, mais au moins ou gagne la culture du résultat. Mais résultat zéro. Et ça fait mal, parce que nous connaissons Alix et nous sommes grands fans du secteur privé. Nous avons plus de respect pour les gens qui travaillent. Nous pensons que, côté politicien, à la pays net, si Laurent Saint-Cyr prend coordonnateur du conseil présidentiel en même temps que Alexis Dieu-Fils-Aimé Premier ministre, nous allons montrer qui c'est le secteur privé qui a baillé. Monsieur, pays a vu plus mal. Laurent même passé temps, il s'est passé en moins de 3 mois, monsieur fait 3 voyages tête chargée, coûté pays à des centaines de milliers de dollars. Un pays qui a besoin de blindés d'assaut. Il y a la police, il y a les forces armées d'Haïti, 7 bagailles pour transporter les gens. Son militaire mieux, on connaît. Ou pas qu'à gouma ça ou qu'on soit qu'à le faire voilà moun yo ouvert porte derrière moun yo déposer pied yo et puis pour y aller goumer soit besoin de blindés d'assaut qui gagne canon quand ça force armée d'Haïti te gagne en vent yo ça ce sont des blindés de pénétration même quand moun te font un tour à terre blindé a tellement armé il gagne pile zam la donne l'on film fait que t'apprendre ça qu'on y a foncer sous blindé et puis blindé a pire tellement force de frappe ça enragé ou à l'école. C'est ce qu'on avait espéré dans un an. Maintenant, au 7 février 2026, ça va passer là. C'est la grande question. Nous mêler. Et c'est donc sur cette question que nous refermons cette entrevue. Pierre-Antoine, merci en pile pour se retrouver avec nous. C'est toujours un plaisir pour moi, docteur. Depuis les m'a vini. Oui, merci encore. Voilà donc l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis. Il était l'invité de Maître News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Dossier kidnapping, l'ancien porte-parole de la présidence, Lucien Jura, prône un engagement des élites à tous les niveaux pour mettre en place une société viable comme solution au phénomène du kidnapping en Haïti. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il a jugé un engagement citoyen nécessaire pour permettre un sauvetage collectif. Dans le cas contraire, le pire est à prévoir, selon Lucien Jura, que nous écoutons. Le kidnapping n'est pas tombé du ciel, Monsieur Théodore. Et si l'on va lire les théories sociologiques des grands sociologues, et si nous prenons par exemple un sociologue comme Émile Durkheim, il vous définit les faits sociaux à partir de causes sociales. Il n'y a de faits sociaux qui ne résultent de causes sociales. Et aujourd'hui, le kidnapping est la résultante d'un ensemble de facteurs que nous pouvons classer, que nous pouvons mettre dans un tiroir à 3 degrés. Si on prend tout d'abord l'un des facteurs, on dirait, à l'origine du kidnapping, l'un des facteurs qu'on pourrait considérer en premier, c'est tout d'abord la faiblesse des structures de sécurité au niveau national. C'est que le constat aujourd'hui, il est clair. Nous sommes face à un naufrage collectif total. Personne n'a d'argument pour se disculper, aucun secteur. Et face à ce naufrage collectif total, à mon sens, il nous faut opposer un sauvetage collectif global. Au naufrage collectif
Total, nous avons pour devoir d'opposer le sauvetage collectif global. Et par quoi ça passe? Ça passe par cet engagement. Ça passe par un rêve. Ça passe par un engagement citoyen. Parce qu'il y a deux façons de voir le verre, à moitié vide ou à moitié rempli. Quand on le voit à moitié vide, M. Théodore, on se dit, je suis en Haïti, je vais mourir. Comme annoncé en titre à l'initiative du gouvernement, la Canadian Peace and Security Officers Training Association a organisé une formation intensive au profit d'environ 200 sapeurs-pompiers et ambulanciers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette formation visait à renforcer les compétences de ces intervenants essentiels, particulièrement sollicités dans le contexte actuel d'aggravation de la crise sécuritaire. Au terme des 2 semaines d'activité, une vingtaine de camions-pompiers et plusieurs ambulances ont été remis aux autorités. Suivez ce compte-rendu de Réti Fortuné. Manque de moyens, personnel insuffisant, infrastructures délabrées, telles sont les conditions dans lesquelles fonctionnent les sapeurs-pompiers et les ambulanciers de plusieurs régions du pays. Une situation aggravée par l'insécurité grandissante qui limite considérablement les zones de circulation. Cette formation, organisée à l'intention du personnel de plusieurs mairies du pays, était l'occasion pour certains d'entre eux de faire le point sur leurs conditions de travail. Nous avons fait côté beau repos, nous avons joué un blocus, mais nous avons pris un pied pour nous faire advance, pour nous arriver dans l'incendie. Ça que m'attend par le gouvernement haïtien, si vous pensez avec des formations étrangères au Vinbano, vous réunissez nous tous ensemble, je pense que c'est parce que vous connaissez nous exister. Si nous existons, je pense qu'il y a une structure qui doit mettre en place pour question pompiers en Haïti. Nous avons plusieurs équipements, nous avons plusieurs structures qui viennent renforcer nous. Nous pensons que les problèmes ça va le résoudre, surtout avec les responsables, les magistrats et l'autre monde au plus haut niveau pour essayer d'accompagner nous, pour nous répondre, pour nous donner le meilleur de nous-mêmes, pour nous avancer avec le service incendie dans le pays. Le manque de moyens est criant, avec très peu de ressources allouées à la prévention et à la lutte contre les incendies. C'est dans ce contexte que s'est tenue cette formation destinée aux sapeurs-pompiers, portant notamment sur la maîtrise technique des équipements, un pilier pour des interventions rapides et efficaces, une initiative de la CPSOTA. Ce n'est pas une initiative qui est juste pour ça, c'est un suivi, 1, les camions-pompiers, 2, les ambulances, 3, les équipements. Si nous n'avons pas d'équipement, nous gagnons bottes, casques, manteaux, pantalons et bonbonnes d'air. Parce qu'en plus, fois, agents pompiers, ils n'ont pas assez de matériel, ils ont travaillé avec tennis dans pied, ils ont des petits maillots sur eux. C'est ça qui fait nous porter pour plus d'une centaine d'équipements au complet. C'est-à-dire qu'on a nous habillés même avec quelque soit firefighter dans n'importe quel pays. Jouant un rôle fondamental dans la protection des vies et des biens, dans un pays souvent confronté à des défis sécuritaires, ces acteurs incontournables se voient la plupart du temps confrontés à un problème de moyens. Les responsables de la CPSOTA ont donc remis une vingtaine d'ambulances et de pompiers au terme de cette formation. L'Office d'assurance des véhicules contre tiers ou AVCT a officiellement inauguré ce 11 novembre un nouveau bureau au commissariat de Delma 33. Selon le directeur général Pierre-Jean Raymond André, cette initiative vise à rendre les services de l'institution plus accessibles à la population, notamment ceux autrefois offerts dans l'ancien local de l'immigration à Delma 2, aujourd'hui abandonné en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Ce climat de sécurité a d'ailleurs lourdement affecté les installations de l'OAVCT, dont plusieurs bureaux ont dû fermer ou ont été vandalisés, paralysant partiellement le fonctionnement de l'institution, a précisé le directeur général. Notre pays traverse depuis plusieurs années une phase de détérioration socio-économique profonde et est confronté à une intensification de la violence armée, des déplacements massifs de population, une pauvreté généralisée et une crise humaine d'envergure. L'OAVCT n'a pas été épargné par cette situation volatile avec la perte de plusieurs bureaux, tant à la capitale que dans les régions. C'est dans cette optique, avec la perte d'un bureau d'envergure se trouvant à Delma 2 et les difficultés de fonctionnement du bureau de Delma 38, que nous avons pris
avec bien sûr nos partenaires, cette ultime décision de poursuivre les différents services offerts dans ces 2 bureaux ici au commissariat de Delma 33. Cette ouverture marque une étape importante dans le processus de modernisation et de proximité que nous avons engagé. Notre objectif est clair, offrir à la population des services plus accessibles, plus rapides et plus transparents, tout en renforçant la confiance entre l'OAVCT et les assurés. Ce bureau symbolise aussi notre vision d'avenir, un avenir où la technologie, la bonne gouvernance et l'efficacité seront au cœur de notre public, de notre action publique. Nous travaillons à bâtir une institution solide au service des citoyens, respectueuse de l'environnement et capable de répondre aux défis de demain. Je tiens à remercier toutes les équipes techniques, administratives et partenaires qui ont rendu ce projet possible. Votre engagement et votre discipline témoignent de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour le bien commun. Pour refermer la page nationale de Métro News, le samedi 8 novembre, l'église Sainte-Thérèse de Pétionville a célébré une messe d'action de grâce pour les 60 ans de l'Office d'assurance vieillesse, en présence de représentants du gouvernement, du secteur privé, syndical et religieux. Le directeur général, Ronald Basile, a salué les 6 décennies d'engagement de l'institution envers la solidarité nationale et les 40 ans de paiement continu des pensions, tout en reconnaissant les défis liés à la crise économique, à la fermeture d'entreprises et au chômage. Il a réaffirmé sa volonté de moderniser l'ONA à travers des réformes structurelles, une meilleure gouvernance, l'amélioration des conditions de travail et la mise en place d'un plan de carrière fondé sur le mérite. Parmi les innovations présentées figurent les programmes sociaux ONA Crédit Éducation pour aider les familles à la rentrée scolaire et ONA Crédit Espoir visant à intégrer 50 000 travailleurs du secteur informel d'ici 2030. Notre pays traverse l'une des périodes les plus difficiles de son histoire contemporaine. Des centaines d'entreprises sont fermées ou détruites. Les familles précarisées. Le chômage aggravé, des menaces persistantes contre la paix sociale. Les conséquences des dernières intempéries, notamment la tempête Mélissa, ces réalités pèsent sur l'avenir même de la sécurité sociale. Mais elle ne saura entraver notre volonté d'agir, de protéger et de construire. C'est pourquoi, avec pragmatisme et lucidité, nous avons choisi d'innover, de moderniser, d'assainir le portefeuille institutionnel, d'investir dans des secteurs rentables, de défendre les intérêts de l'ONA et surtout de garantir la pérennité des droits des assurés. En assumant la direction de cette noble institution, en février 2025, nous avons pris un engagement ferme, refonder la gouvernance institutionnelle et faciliter l'accès aux prestations. Nous avons ainsi mis en place un plan de développement de carrière, un dispositif fondé sur le mérite, la formation continue, la productivité et l'amélioration durable des conditions de travail de nos fonctionnaires. Nous avons créé de nouveaux produits au profit des assurés. Parmi eux, ONA Crédit Éducation, destiné à accompagner les familles pendant la rentrée scolaire, témoigne de notre volonté d'être présents là où les besoins sont les plus pressants. Nous avons ouvert l'accès au régime d'assurance vieillesse pour les travailleurs du secteur informel à travers un programme ambitieux, ONA Crédit Espoir, qui vise à intégrer 50 000 travailleurs du secteur informel dans le régime d'assurance vieillesse de l'ONA d'ici 2030. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Le calendrier électoral ainsi que le décret qui régira les prochaines élections seront publiés d'ici la fin novembre selon les autorités gouvernementales. Ce mardi, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réuni des acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus afin d'accélérer la tenue du scrutin.
À l'initiative du gouvernement, la Canadian Peace and Security Officers Training Association a organisé une formation intensive pour environ 200 sapeurs-pompiers et ambulanciers de la région métropolitaine. Cette formation avait pour objectif de renforcer les compétences de ces intervenants essentiels particulièrement sollicités dans le contexte actuel de l'aggravation de la crise. Et puis le gouvernement américain a déployé le porte-avions Gerald Ford dans les Caraïbes, affirmant mener une lutte contre le narcotrafic. Ce déploiement, accompagné d'autres navires de guerre, a provoqué une réaction du Venezuela qui dénonce une démonstration d'impérialisme et a lancé ses propres manœuvres militaires. Cette situation fait encore monter la tension entre Washington et Caracas. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci d'avoir été avec nous. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole. Bonsoir.